Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis comme toujours ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. Et tenez-vous bien car notre affaire du jour, c'est quelque chose. Préparez-vous. En attendant, en ce week-end de Saint-Valentin, j'ai très envie de vous parler d'amour. Et quoi de mieux que de vous parler de Ana Luisa pour cela. Vous le savez, les bijoux de Ana Luisa sont depuis bien longtemps mes bijoux préférés. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, leurs pièces sont entièrement uniques, vous n'en retrouverez jamais de similaires ailleurs. Deuxièmement, la durabilité de leurs bijoux dépasse et de très loin toutes les autres marques. Et troisièmement, en achetant des bijoux chez Ana Luisa, vous contribuez à la protection de notre belle planète en soutenant une marque entièrement éco-responsable. Je suis tombée amoureuse de Ana Luisa il y a maintenant 1 an et demi à peu près, et depuis nous vivons tous les deux une grande histoire d'amour, remplie de hauts et jamais de bas. Le type d'amour que vous ne rencontrez qu'une seule fois dans votre vie. Et si nous vivons une si belle histoire d'amour, c'est parce que Ana Luisa est capable de s'adapter à toutes mes envies, à tous mes goûts et surtout à mon style. Et vous-même, si vous ne savez pas quoi offrir à votre bien-aimé pour la Saint-Valentin, sachez que Ana Luisa saura le ou la combler. Et sachez que la livraison est particulièrement rapide. Généralement, lorsque je fais mes commandes, après 4 à 5 jours à peu près, j'ai déjà reçu mes produits. Donc même si nous sommes actuellement très proches de la Saint-Valentin, non, il n'est pas trop tard. Et qui a dit que la Saint-Valentin était réservée aux amoureux? C'est bien plus que cela. La fête de l'amour peut aussi bien être célébrée en famille ou encore entre amis. Je suis d'ailleurs persuadée que votre meilleur ami serait ravi de recevoir un présent pour cette occasion spéciale. Ou même tout simplement vous, on a le droit de s'aimer et de se gâter après tout. Je vous invite donc dès à présent à vous rendre sur le site de Ana Luisa pour à votre tour tomber en amour avec leur fabuleuse collection. Collection d'ailleurs qui ne cesse de changer car sachez que pratiquement chaque semaine de nouveaux bijoux font leur apparition sur le site et ce pour votre plus grand bonheur. Merci encore Ana Luisa d'avoir été présente pour notre vidéo du jour. Et maintenant, place à notre affaire. Pour notre affaire du jour, que vous ayez un petit cœur sensible ou un estomac bien accroché, vous pouvez dès à présent vous installer très confortablement car on va commencer. Jonathan Kendrick Lewis, plus connu sous le nom de Johnny Lewis, est né le 29 octobre 1983 à Los Angeles, en Californie. Il est l'enfant du milieu et grandit au sein d'une famille juive dans le nord d'Hollywood. Sa famille fait partie de l'église de la Scientologie et est justement très pratiquante. Ses parents ont atteint ce qui est connu dans la religion comme étant le plus haut niveau possible. Dès son enfance, Johnny montre un immense intérêt envers le théâtre et le cinéma. C'est pourquoi sa mère va prendre la décision de l'emmener faire des auditions et c'est à l'âge de 7 ans qu'il va décrocher son premier petit rôle dans une publicité. À la suite de cela, il va enchaîner de nombreuses apparitions dans diverses publicités, et ce jusqu'à l'année 2000, lorsqu'il est âgé de 17 ans. Il se fait alors repérer par un producteur et décroche son premier gros rôle lorsqu'il joue dans la série à succès 7 à la maison. Et le début des années 2000 va être florissant pour lui, car il va ensuite enchaîner de nombreux rôles dans des séries télé telles que Malcolm, Smallville, et en 2004, il décroche d'ailleurs son premier rôle au cinéma dans le film Trouve ta voix, aux côtés de Hilary Duff. Hilary Duff, mon idole absolue. Hilary, si tu regardes ça. Il décroche ensuite un rôle récurrent dans la série à succès Newport Beach durant l'année 2005. Et l'année qui suit, il fait les gros titres des médias pour sa relation avec la jeune pop star Katy Perry, qui est à ce moment-là seulement au début de sa carrière. Le couple reste ensemble durant à peu près 1 an, et même si leur relation n'a pas été particulièrement longue, Katy Perry va affirmer plus tard qu'elle a été très intense, et qu'elle a d'ailleurs composé sa chanson The One That Got Away en s'inspirant de Johnny et de leur relation. En 2008, il décroche le rôle de Kip Epps dans la série Sons of Anarchy.
Il apparaît dans la série le temps de 2 saisons, saisons qui auront d'ailleurs un énorme succès, de même que son personnage. Mais après 2 ans, il prend la décision de tout arrêter, après avoir réalisé que la série plutôt violente ne correspondait pas réellement avec sa personnalité plutôt calme. Sons of Anarchy est une série qui est plutôt violente et qui d'ailleurs le devient de plus en plus au fil des épisodes. Et ça, Johnny a du mal à l'accepter car il est quelqu'un de plutôt calme et détendu. Et interpréter ce genre de rôle devant la caméra est quelque chose qui joue de plus en plus sur son moral et qui devient compliqué à faire. Il va donc expliquer au producteur que ceci n'est pas l'image qu'il souhaite refléter de lui-même et qu'il préfère donc quitter la série. Les producteurs sont complètement surpris de cette décision, mais la respectent. Il décide donc de faire mourir son personnage dans la série. Spoiler alerte, désolé, je l'ai dit trop tard. À côté de son travail d'acteur, comme je le disais, Johnny a une personnalité plutôt calme. Il est d'ailleurs passionné par l'art, par la littérature et passe son temps à composer des poèmes, des scénarios et travaille sur l'écriture de livres. Ses proches le décrivent comme étant quelqu'un préférant largement rester tout seul chez lui le soir à écrire des poèmes plutôt que de sortir faire la fête avec ses amis. Il ne buvait pas, ne touchait pas à l'alcool et vivait une vie extrêmement saine. En 2009, Johnny a un nouveau projet, celui d'écrire une nouvelle, et pour cela, il est à la recherche d'un endroit particulièrement calme où il pourrait passer quelques semaines le temps de l'écriture de cette dernière. Il demande alors des recommandations à plusieurs personnes de son entourage, et un photographe avec qui il travaille va lui recommander de contacter Catherine Davis, une retraitée de 79 ans qui vit sur la côte ouest des États-Unis et qui possède une villa immense de 6 chambres, rebaptisée la Villa des écrivains, car justement de nombreux artistes et notamment écrivains à la recherche de calme et de sérénité s'y rendaient régulièrement pour pouvoir travailler en paix. Catherine est originaire du Texas, mais s'est installée en Californie à la fin des années 50, juste sur la côte, dans cette magnifique villa surplombant la mer. Elle est une femme ayant le cœur sur la main, toujours prête à aider les artistes, aussi bien dans leur travail que dans leurs moments de vie personnelle les plus compliqués. Plusieurs célébrités dans la tourmente ont justement séjourné au domicile de Catherine et ont déclaré s'être senties comme étant une toute nouvelle personne après seulement quelques semaines sur place. Certains d'entre eux se souviennent d'ailleurs avoir été traités comme de véritables rois. Catherine allait sans arrêt leur chercher de la nourriture dans les restaurants aux alentours et avait très souvent des petites soirées sur sa terrasse où tout type d'artistes se rejoignaient le temps d'un verre, allant aussi bien d'acteurs de cinéma hollywoodiens que de violonistes japonais ou encore d'artistes peintres allemands. Catherine, ayant fréquenté énormément d'acteurs et de célébrités, comprend très bien que ce mode de vie peut être parfois très compliqué pour eux à vivre. Elle est donc toujours présente pour pouvoir les écouter lorsqu'ils ont besoin de vider leur sac et est d'ailleurs connue comme donnant de très bons conseils. En bref, ce qui ressort le plus, c'est que les personnes ayant séjourné chez Catherine ont déclaré avoir trouvé là bien plus qu'un simple bed and breakfast, mais y avoir bel et bien trouvé une véritable figure maternelle qui a su leur redonner confiance et les laisser être 100% eux-mêmes. Et c'est donc ainsi que Johnny entend pour la toute première fois parler de la fameuse Villa des écrivains et réalise que tout ce qu'on lui décrit se trouve être exactement ce dont il a besoin. Il n'y réfléchit pas à 2 fois et au printemps de l'année 2009 se retrouve donc à séjourner pour la toute première fois au domicile de notre chère Catherine Davis. Il y passe alors plusieurs semaines et s'y sent immédiatement à sa place. Catherine et lui tissent rapidement des liens très forts et lorsqu'il quitte les lieux, il ne cesse de parler d'elle autour de lui et de répéter à quel point cette femme est incroyable. Quelques mois plus tard, sa petite amie de l'époque, une actrice elle aussi du nom de Diane Marshall Green, tombe enceinte et le couple accueille une petite fille. Et même si les choses semblent à ce moment-là aller pour le mieux dans la vie de Johnny, c'est à peu près à cette époque que tout va basculer. La relation entre Diane et Johnny ne cesse de se détériorer de plus en plus de jour en jour, et quelques semaines seulement après la naissance de leur fille, le couple décide de se séparer, et pas vraiment de façon amicale. Johnny va ensuite essuyer les moments très difficiles. Il se bat durant plusieurs semaines pour obtenir la garde de sa fille, mais c'est son ex-compagne qui va finir par l'avoir. À la suite de cela, il retourne vivre chez ses parents, ce qui est un très gros coup dur pour lui, et dans la foulée va avoir un accident de moto. Lors de cet accident, rien de grave ne va lui arriver, il s'en sort pratiquement totalement indemne, ce qui est un véritable miracle pour les médecins. Mais les médecins vont lui expliquer que lors d'accidents tels que celui-ci, la tête peut parfois être touchée, laissant de terribles dommages au cerveau, qui parfois ne sont pas visibles lors d'examens.
Il demande alors à Johnny de bien vouloir surveiller cela durant les semaines à venir pour s'assurer que son état ne se détériore pas. En premier lieu, les choses semblent aller plutôt normalement pour Johnny. Mais au fil des jours, son état va se détériorer très sérieusement. Ce sont d'abord ses parents, puis ses amis qui vont réaliser que le comportement de Johnny est plus qu'étrange. Il a beaucoup de mal à tenir une conversation normale sans partir dans des délires complètement fous. Il semble sur les nerfs sans arrêt et comme constamment perdu dans ses pensées. Plusieurs de ses proches d'ailleurs vont le lui faire remarquer et lui recommander très fortement de retourner à l'hôpital pour faire de plus amples tests pour s'assurer que tout va bien. Mais Johnny refuse catégoriquement de voir un médecin et assure à tout le monde qu'il va parfaitement bien. Il est persuadé que les choses vont finir par s'arranger d'elles-mêmes, mais malheureusement ce n'est pas du tout ce qui va se passer, bien au contraire. Il se met alors à avoir des discours n'ayant absolument aucun sens et commence même à parler parfois avec des accents totalement différents. Un jour, il va parler avec un accent londonien, le lendemain avec un accent australien. Certains de ses proches en rient, pensant qu'il s'agit probablement là de Johnny voulant faire l'intéressant ou encore tout simplement pratiquant différents accents dans le doute où un jour, il devrait interpréter un homme venant d'un autre pays dans un film ou une série. Sauf que lorsque quelqu'un lui faisait remarquer son changement d'accent, Johnny semblait totalement étonné et ne rien avoir remarqué. En janvier de l'année 2012, au petit matin, Johnny affirme avoir entendu un cri très strident provenant de l'appartement voisin à celui de ses parents. Et sans y réfléchir à deux fois, il s'est rendu sur place et a enfoncé la porte. Les hommes sont totalement effarés de voir leur voisin débarquer d'une telle manière chez eux et lui demandent bien évidemment de bien vouloir quitter les lieux. Ce que Johnny refuse catégoriquement. Il attrape alors une bouteille en verre et se jette sur les deux hommes, les frappant sur la tête avant de ne mordre l'avant-bras de l'un d'entre eux. Il est heureusement contrôlé par ces derniers et par miracle, personne n'est blessé. La police est alors appelée et à leur arrivée, Johnny leur mentionne presque immédiatement avoir entendu un cri provenant de l'appartement en question. Mais ses voisins affirment ne rien avoir entendu du tout et qu'ils se trouvaient tous les deux dans la cuisine lorsque Johnny a déboulé comme un fou chez eux et les a attaqués. Johnny est finalement emmené par les policiers et est placé en détention, mais depuis sa cellule, il se montre totalement incontrôlable. Il tente à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours et ne cesse de se frapper la tête contre les murs de sa cellule, au point même que les policiers n'ont d'autre choix que de le faire interner d'urgence dans un hôpital psychiatrique. Il va y passer environ 72 heures avant de ne finalement être libéré. Mais durant les 2 mois ayant suivi sa libération, les choses ne vont faire qu'empirer. Johnny se renferme alors de plus en plus sur lui-même et va même développer une extrême sensibilité à la lumière, et particulièrement à la lumière du jour. Il va préférer sortir durant la nuit ou alors lorsque le ciel est très nuageux. Il va même aller jusqu'à détruire la boîte à fusibles de la maison de ses parents pour s'assurer qu'il n'y ait jamais la moindre lumière au domicile. Il va continuer de se montrer particulièrement violent avec les gens l'entourant. Il va premièrement tenter d'entrer par effraction au domicile d'une jeune femme. Il va ensuite pousser extrêmement violemment un homme dans un magasin de yaourts glacés. Et à plusieurs reprises va aller se baigner dans l'océan totalement habillé, ce qui ne va pas manquer d'attirer les regards. Lors de sa tentative d'effraction au domicile de la jeune femme, la police va de nouveau arrêter Johnny et le placer en détention durant une courte période. Et lors de son procès, le juge va affirmer que Johnny est aussi bien un danger et une menace pour les gens autour de lui que pour sa propre personne. Il ajoute être terriblement effrayé par le regard du jeune homme qui, d'après ses mots, lui rappelle celui d'un soldat revenant de la guerre. Il vacille sans arrêt entre discours sensés et incohérence totale et semble ne se souvenir de rien lorsqu'il commet des actes de violence. Quelques semaines suite à sa sortie de prison et suite à l'insistance de ses proches, Johnny se retrouve dans un centre de désintoxication où il est diagnostiqué comme souffrant de troubles de bipolarité et de schizophrénie. Il va alors prendre un traitement pour cela qui semble en premier lieu plutôt bien fonctionner. Johnny semble petit à petit redevenir lui-même et va même jusqu'à écrire dans son journal intime à cette même époque se sentir de mieux en mieux et avoir le sentiment de retrouver des parties de lui-même qui avaient disparu depuis déjà bien longtemps. Ses proches qui ont tenté durant des mois de lui venir en aide sont ravis de voir son état finalement s'améliorer. Ceci est pour eux une immense victoire. Mais cette victoire n'a été que de très courte durée, car seulement quelques semaines plus tard, Johnny se retrouve de nouveau en prison. La raison pour laquelle il a été arrêté n'a pas été divulguée dans les médias, mais il paraîtrait qu'il s'agit de nouveau d'un autre cas de violence. Il est très rapidement libéré et à sa sortie est totalement déboussolé.
Il ne sait plus vers quoi se tourner, il semble épuisé et sans la moindre force, aussi bien physiquement que mentalement. Il repense alors à la dernière fois où il s'est senti pleinement heureux et en paix avec lui-même, et c'est alors que son séjour au sein de la magnifique villa de Catherine Davis lui revient en tête. Il se remémore alors ses longues discussions avec la retraitée, ses moments de repos et ses soirées remplies d'artistes venant de tous les horizons. Il attrape alors immédiatement son téléphone et contacte Catherine pour lui demander s'il lui est possible de venir de nouveau séjourner chez elle, le temps de se remettre sur pied. Et même si on pourrait penser que Catherine ne se sentirait peut-être pas en sécurité d'avoir Johnny de nouveau chez elle après ses nombreux passages derrière les barreaux et ses excès de violence, elle n'a jamais été le genre de personne à juger les gens de cette manière et a tendance à ne voir que le bon en chaque être humain. Et met tout cela de côté pour ne se souvenir que du jeune homme poli et serviable qu'elle avait reçu des années auparavant. Elle lui offre alors de venir chez elle le jour même, car il se trouve justement qu'elle avait une chambre disponible pour lui. Au début, leur cohabitation semble se passer plutôt bien, mais après seulement 5 jours, Catherine et Johnny semblent avoir un premier désaccord lorsque ce dernier a tenté à plusieurs reprises de détruire la boîte à fusibles de la villa. Catherine l'a vu faire et l'a réprimandé pour cela, et une dispute a alors éclaté entre les deux. Le reste de la journée, Johnny ne semblait plus être la même personne. Il passait son temps à tourner en rond dans sa chambre en marmonnant entre ses dents et en serrant les poings. Ce même jour, Michael, le père de Johnny, a tenté de le contacter pour savoir comment son fils se sentait et si son petit passage à la villa lui faisait du bien. Mais Johnny semblait particulièrement irrité à l'autre bout du fil et lui a tout simplement répondu qu'il le rappellerait plus tard avant de lui raccrocher au nez. Cependant, Johnny ne va jamais rappeler son père et ceci se trouve être la toute dernière fois que Michael entendra la voix de son fils. Après avoir accroché le téléphone, Johnny décide de sortir prendre l'air. Il n'est à ce moment-là habillé que d'une paire de jeans et de baskets rouges. Il ne porte aucun t-shirt. Il s'arrête au bord de la route et finit par avancer jusqu'à la maison voisine de celle de Catherine. Le propriétaire des lieux est Dan Blackburn, un retraité de 70 ans qui se trouve justement être à sa fenêtre à ce moment-là. Il voit donc le jeune homme torse nu s'avancer jusque sur le pas de sa porte et frapper. Dan hésite alors à ouvrir, se demandant ce que cet inconnu peut bien lui vouloir. Il va observer Johnny un court instant à travers le judas de sa porte et réaliser que le jeune homme semble plutôt instable. Il ne cesse de se déplacer et de bouger. Mais le quartier dans lequel il vit est très sécuritaire. Dan se rassure alors et décide d'ouvrir la porte. La porte est à peine entr'ouverte que Johnny, qui regarde à ce moment-là Dan droit dans les yeux, se met à parler et se présente comme étant son nouveau voisin. Dan a à peine le temps de répondre et de se présenter à son tour que Johnny fait demi-tour et marche de nouveau en direction de la maison de Catherine. Dan ne sait vraiment pas quoi penser de cette drôle d'interaction et il reste un instant à observer la villa. Mais il finit par fermer la porte et retourner à ses activités. Mais moins d'une heure après cette étrange rencontre, la femme de Dan semble totalement paniquée et supplie son mari de bien vouloir venir à l'extérieur de la maison aussi vite que possible. Lorsqu'il arrive sur le pas de la porte, il découvre Johnny, un morceau de bois à la main, se tenant debout au-dessus d'un homme et le battant très violemment. L'homme en question se trouve être un peintre que Dan et sa femme avaient engagé pour la journée pour repeindre leur terrasse. Il se trouve allongé sur le sol et ne cesse de crier pour que quelqu'un lui vienne en aide. Dan ne va même pas réfléchir à 2 fois et se jette sur Johnny pour tenter de lui faire lâcher son arme, mais rien n'y fait. Johnny semble avoir une force surhumaine et continue d'assaillir sa victime de coups. Après quelques secondes cependant, il finit par se retourner vers Dan et commence à s'attaquer à lui en lui donnant de violents coups de poing dans le visage, mais Dan ne se laisse pas faire et une altercation entre les deux a alors lieu. Dan est totalement effaré de voir que peu importe la violence des coups qu'il donne à Johnny, le jeune homme ne semble rien ressentir. L'expression sur son visage ne change absolument pas et il flanche à peine. On dirait pratiquement qu'il s'est transformé en super-héros et qu'il est totalement invincible. Dan, sa femme et le peintre vont finalement être capables de s'enfuir et d'aller s'enfermer à l'intérieur de la maison de Dan. À peine ont-ils verrouillé la porte d'entrée que Johnny va faire le tour de la maison, tentant sur son chemin de déverrouiller toutes les portes et fenêtres qu'il peut trouver. Mais heureusement, la maison était entièrement verrouillée. Le premier réflexe de Dan est d'attraper son téléphone et de contacter la police. Et pendant qu'il est en ligne avec l'officier, il continue d'observer Johnny qui se trouve à l'extérieur de sa maison en train de rôder autour, tentant désespérément d'y entrer. Johnny finit par abandonner. Il se retourne en direction de la villa de Catherine et se met subitement à courir en sa direction jusqu'à totalement disparaître du champ de vision de Dan.
Il va prendre seulement quelques minutes avant qu'une patrouille de police ne finisse par arriver et se garer en face du domicile de Catherine. À leur arrivée, ils sont plutôt étonnés de voir à quel point tout est calme, pratiquement comme le calme avant la tempête. Dan sort immédiatement de chez lui et pendant qu'il raconte à l'un des officiers son altercation avec son nouveau voisin, un autre groupe de policiers se rend à l'intérieur de la villa et ce qu'ils vont y découvrir va les marquer à jamais. À l'intérieur de la chambre de Catherine Davis est retrouvé le corps sans vie de la retraitée. Elle semblait avoir été étranglée à mort avant de n'avoir été battue très violemment au niveau du visage, au point même que la partie gauche de son visage était totalement détruite et n'avait plus rien d'humain. Son crâne était en morceaux, une partie de son cerveau était visible et de la matière cérébrale se trouvait partout autour du corps. La mâchoire ainsi que le nez de Catherine se trouvaient être ouverts totalement en deux et il y avait du sang absolument partout. Sur les murs, sur le sol, sur le lit, sur la table de chevet, c'était un véritable cauchemar. Les policiers ne vont pas être capables de déterminer si Johnny a utilisé une arme pour détruire le visage de la retraitée ou si il a tout simplement sauté dessus à pieds joints. Mais plus tard, un marteau va être retrouvé dans la chambre qu'occupait l'acteur à ce moment-là, qui d'après eux pourrait potentiellement avoir été l'arme du crime, mais ceci ne va jamais être prouvé. Un peu plus loin, dans la salle de bain, à l'intérieur de la douche, va être retrouvé le corps du chat bien aimé de Catherine, lui aussi battu à mort. Et dans l'allée extérieure de la villa va être retrouvé un autre corps, celui de Johnny Lewis. Il semblerait qu'il ait soit sauté, soit chuté du toit de la villa et qu'il soit mort immédiatement sur le coup, quelques mètres plus bas. Les policiers vont prendre plusieurs semaines pour essayer de déterminer s'il s'agissait là d'un suicide ou d'un accident, mais vont finir par considérer la mort de Johnny comme étant un accident. Les policiers vont déterminer que la mort de Catherine Davis a probablement eu lieu quelques minutes avant que Johnny ne se rende au domicile de Dan pour s'attaquer au peintre. D'après eux, l'attaque de Johnny sur le peintre ne se trouve être qu'un hasard total, car ce dernier se trouvait sur le chemin de Johnny alors qu'il était en plein moment d'adrénaline. Les policiers pensent que la mort de Johnny a eu lieu juste après que ce dernier ait quitté le domicile de Dan après l'avoir attaqué. Il aurait ainsi couru jusqu'à la villa, serait monté sur le toit et en serait tombé. Cette affaire a énormément fait parler, et aussi bien les voisins de Catherine que les vedettes d'Hollywood l'ayant côtoyée sont totalement dévastés et choqués par ce meurtre extrêmement brutal. Tout le monde se demande ce qui a bien pu arriver à Johnny pour en arriver à commettre des actes aussi terribles. La première théorie, et celle à laquelle tout le monde a pensé en premier lieu, se trouve être un abus de substances illicites. Mais l'autopsie de Johnny va révéler qu'aucune trace d'alcool ni de drogue ne se trouvait dans son système au moment de sa mort. Ce qui laisse place à la seconde théorie qui se trouve être des soucis de santé mentale, et effectivement les proches de Johnny ne sont aucunement surpris par cela. Certains de ses amis ont même affirmé avoir su depuis un certain moment que les choses finiraient très probablement ainsi pour Johnny. Kurt Sutter, le créateur de la série Son of Anarchy, dans laquelle Johnny a joué, va écrire en ligne le lendemain du meurtre, et je cite « Ce fut une fin tragique pour un garçon extrêmement talentueux qui s'est malheureusement égaré. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été choquée par les événements d'hier soir, mais je ne le suis pas. » Jusqu'à ce jour, la famille de Johnny reste persuadée que tout ceci est lié à l'accident de moto lors duquel il s'est violemment cogné la tête, car d'après eux, cet accident a marqué les débuts de son changement radical de comportement, et ils sont certains que si le jeune homme avait accepté de se soumettre à plus de tests, il aurait potentiellement été découvert qu'il souffrait d'une lésion cérébrale. Une lésion cérébrale aurait tout à fait pu conduire à modifier radicalement son comportement, à le rendre plus violent ou encore à lui créer toutes sortes d'effets secondaires similaires à de la schizophrénie ou de la bipolarité. Mais malheureusement, les mesures n'ont pas été prises à temps et on ne saura donc jamais ce qui a réellement conduit Johnny à ôter la vie d'une femme aimée et respectée de tous. Lors de l'annonce dans les médias des morts de Catherine et de Johnny, de nombreux acteurs et actrices vont parler pour la défense du jeune homme, et notamment l'actrice Shannon Woodward qui va tweeter, et je cite « Johnny Lewis était l'un de mes meilleurs amis. Il était très malade, ses actions en étaient un résultat méprisable, mais ceci ne représente pas du tout la personne qu'il était. » Et voilà donc qui conclut notre affaire du jour. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je trouve cette histoire extrêmement triste car tout ceci aurait peut-être pu être évité si effectivement Johnny avait pris sa santé plus au sérieux et avait accepté de retourner voir un médecin.
Merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et merci encore à Anna-Louisa d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. N'oubliez pas de vous rendre sur le lien en description pour en découvrir plus sur leurs bijoux absolument magnifiques et vous gâter pour la Saint-Valentin. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!